les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description. Et abonnez-vous à mon Instagram. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qui est à l'origine de ces incidents? Vous posez la question? Écoutez, vous ne devriez même pas poser la question, ça suffit de voir les images. Vous savez, imaginez, je ne sais pas quel livre... Donc là, il parle des dédicaces perturbées de son livre, hein. Il parle de ça, hein. Donc voilà, c'était la question. Vous achetez, quel auteur vous lisez, quel auteur vous aimez. Imaginez, vous venez vous faire dédicacer un livre par un auteur que vous appréciez particulièrement. Et soudain, vous avez des hordes de barbares qui se jettent sur vous, qui vous frappent, qui vous insultent, qui cassent des vitres de l'hôtel où j'étais. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Ça, c'est la première chose à dire. C'est-à-dire qu'il y a eu, je le répète, pour moi, ce sont des barbares, des hordes de barbares qui se jettent sur des gens. Je tiens à vous dire, Bruce Toussaint, qu'il y avait des enfants, il y avait des grands-mères, il y avait des vieux monsieur avec des cannes. Je veux dire, il y a de tout. Ça ne les arrête pas. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde, la deuxième, c'est... Vous avez vu, ils étaient tout près du lieu de dédicace. Quand je suis arrivé à 13 h... Ouais, il y a des fans de Zemmour ici, je les ai mis une petite pastille, les mecs. Quelle bande de racailles. Ah, et toi, j'attendais juste que tu glisses avec le R-word, ça dégage de mon stream, hop là. Pour le déjeuner, ils étaient déjà là. J'attendais juste qu'ils glissaient là, casse-toi. C'est-à-dire que la police aurait dû les repousser et les éloigner. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'ordre. C'est-à-dire que le préfet n'a pas fait son travail. Dans d'autres villes où je vais, parce que je tiens à dire que cela se déroule et cela se passe ainsi depuis 3 mois. Dans toutes les villes de France où je vais, on a entre 200 et 300 personnes qui me harcèlent et qui me pourrissent comme ça la vie et qui sont d'une violence inouïe. Partout où je vais, vous m'entendez, dans toute la France. Et il y a des préfets qui sont efficaces. Le poteau, hein. Et qui font leur travail, et qui les mettent à distance, pour qu'il n'y ait pas de contact entre ces sauvages et les gens qui viennent faire signer le livre. Là, le préfet a été soit incompétent, soit hostile. Dans les deux cas, c'est un scandale, et je demande à M. Darmanin qu'il prenne des sanctions. Il y a une troisième chose, et je suis très content d'être sur BFM, parce que j'ai regardé, entre autres, votre chaîne hier. Et je tiens à dire que la présentation de ce qui se passe est absolument scandaleuse. Je vous explique. Là, vous mettez un bandeau dédicace perturbé. Déjà, c'est pas perturbé, c'est un mot, c'est une litote. Mais hier, c'était pire. C'était tension entre partisans d'Éric Zemmour et Antifa, ou que sais-je encore, comment ils se présentent. Il n'y a pas de tension, Bruce Toussaint. Imaginez que je me jette sur vous avec des armes et que je vous cogne le front. Il n'y aura pas des tensions entre Bruce Toussaint et moi. Il y aura une agression de Bruce Toussaint par moi. Donc vos militants se sont défendus, c'est ce que vous voulez me dire? Personne ne s'est défendu, je vous assure. Je vous assure, on n'a pas eu le temps. Ouais. Les gens étaient blessés. J'ai vu des pauvres femmes avec des hématomes énormes. Vous voyez, non, il n'y a pas eu de tension. Il y a eu une agression absolument scandaleuse. Et je trouve vraiment honteux la façon dont est présentée cette affaire. Et une dernière chose. On a montré. Allez-y. Attendez, une dernière chose. Allez-y. Parce qu'il n'y a pas que les médias dans cette histoire. Il y a aussi les politiques. Parce que vous comprenez, vous avez vu là. Elle est vraiment venue sur BFM TV pour faire la pleureuse là. Arrête de pleurer, frère. Ça y est, toi aussi. D'ailleurs, on le voit sur les images. Il y a des banderoles CGT. Est-ce que Mme Binet s'est excusée? Est-ce qu'elle a condamné ces actes? Il y a aussi des gens de LFI, parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, qui relayent ces images avec complaisance. Est-ce que M. Mélenchon a condamné ces actes? Est-ce qu'il a regretté cet acte absolument scandaleux, lui qui est soi-disant... Mais pourquoi Mélenchon? C'est même plus le big boss de la NUPES ni de LFI. Casser les couilles à Manuel Bompard. Arrêtez d'interpeller Mélenchon. Comme si Mélenchon, il avait des droits, il avait des... Je sais pas moi, laissez-le tranquille, frère. Il est juste président d'une institut, laissez-le tranquille. Un grand défenseur de la démocratie. Je le demande. Par ailleurs, vous comprenez, c'est normal. Quand vous avez des politiques, quand vous avez même des médias qui passent leur temps à criminaliser, je dis bien criminaliser, ce que je dis et ce que je pense, et me traiter de fou ou de criminel ou de fasciste, il est normal que des imbéciles passent à l'action et pensent qu'il faut tout faire pour m'empêcher de parler. Éric Zemmour, si vous permettez. Je vous en prie.
Au fond, vous avez un peu répondu à ma première question. Je demandais qui est à l'origine de ces incidents. Vous m'avez dit, partout où je vais, ça se passe de la même façon. Ça serait pas vous le problème? C'est bien ça. Donc ça veut dire que partout où les gens sont agressés, c'est eux le problème. Ça peut nous mener loin, cette histoire. Rien ne justifie quelque violence que ce soit. Ah, merci. Rien. Ni Merci. contre vous, ni contre personne. Vous voyez, vous répondez vous-même à votre question. Non, je dis juste... Parce que soit c'est moi le problème, soit rien ne justifie la violence. Mais il faut choisir, Bruce Toussaint. Autre question, si vous permettez. Je vous en prie. Qui sème le vent récolte la tempête. Ouais. Oui, mais moi C'est vous pas. Mais dans ce cas-là, Bruce Toussaint, il faut supprimer la démocratie. Il faut dire qu'il y a des idées interdites. Des idées qui sont majoritaires dans le pays. Je tiens à vous dire que ce que je dis est en 60 et 80% approuvé dans le pays. Le fait d'être condamné plusieurs fois n'est pas majoritaire dans le pays. Pardon ? Le fait d'être condamné pour vos propos. Excusez-moi, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. J'ai été condamné pour délit d'opinion. Oui, ça c'est vous qui le dites. Non, c'est moi qui le dis, oui, c'est moi qui le dis. Oui, la justice, il y a des juges qui instrumentalisent des lois qui sont pour moi liberticides et qui les exploitent contre moi. Okay. C'est encore le combat politique, vous voyez ? Je n'ai pas été condamné pour avoir volé une grand-mère, ni pour avoir agressé des gens. Laurent Neumann. Pardon, lorsqu'une opinion est un délit, c'est pas un délit d'opinion, c'est un délit. Non, c'est un délit d'opinion. Non, c'est un délit. C'est condamné par le code pénal, donc c'est un délit. Oui, Laurent Neumann, mais il y a d'autres pays où il n'y a pas ces lois. C'est des lois qui empêchent la liberté d'expression. Bon. Peut-être. Non, peut-être, c'est sûrement. Je voulais revenir sur ce que disait Bruce il y a un instant. Le 11 juin dernier, il y avait un banquet patriotique organisé par Reconquête et de mémoire, je crois que c'était à la Seine-sur-Mer. Il y a eu aussi des tensions, et là j'emploie à dessein ce terme-là, puisqu'un élu local, Europe Écologie Les Verts, a fini avec un bras cassé, une minerve autour du cou, des hématomes et plusieurs jours d'arrêt de travail. Donc ça veut dire qu'il y a quand même à certains endroits où vous venez développer vos idées ou signer vos livres, je reprends le mot, des tensions. Cher Laurent Neumann, je n'ai pas eu vent de cette histoire, mais je vous crois volontiers. Non, mais je n'ai pas eu vent de cette histoire. Vous donnez son nom, il s'appelle Hakim Bouaksa, il est élu municipal à la Seine-sur-Mer. Encore une fois, je ne connais pas cette histoire. Hakim, ce que je vois, Hakim le soldat. Partout, vous m'entendez ? Ce sont les prétendus antifas qui causent la violence. Partout. Alors s'il y a effectivement des gens qui en ont assez et qui se rebellent et qui, du coup, se battent, je peux le comprendre. Je dis, moi, que les provocateurs de violence sont toujours du même côté. Ce sont toujours les gens d'extrême gauche qui veulent m'empêcher de parler. Alors, au-delà de ce qui s'est passé ce week-end, il y a une stratégie de reconquête depuis quelques mois qui est assez visible, qui d'ailleurs nous ramène à la Bretagne. Parce que ce qui s'est passé à Saint-Brévin, par exemple, pourrait être commenté. Parlons-en ensemble. Mais parlons-en ensemble. La maire de Saint-Brévin, la nouvelle, a annoncé ce matin sur RTL, j'espère qu'on peut l'entendre d'ailleurs tout de suite, qu'elle a déjà porté plainte à 3 reprises. 3 reprises pour déjà. Des menaces, 3 semaines après la démission du précédent élu. Écoutez. Elle vient d'être maire. Je ne suis pas sous protection, mais il y a une vigilance quand même autour de mon domicile. Et puis ils sont attentifs à toutes les plaintes que je dépose pour qu'elles remontent et puis qu'elles suivent leur cours. Vous avez déjà déposé... Mais comment elle est de quel bord cette meuf ? Moi je suis maire de cette ville, mais moi je me casse. C'est l'État français qui a voulu instaurer un truc de migrants. Du coup, comment on appelle ça déjà ? Ah putain, un centre d'accueil, voilà, un centre d'accueil pour migrants. Moi je me dis, mais les gars, moi je reçois des menaces tous les jours, ma maison elle a brûlé, ma voiture elle a brûlé. Moi je brûle mon mandat, frère, niquez tous vos maires, c'est votre faute tout ça. En plus ils protègent même pas le maire, ils ont même pas protégé le précédent maire. Elle est d'extrême droite cette meuf ? Non, ça m'étonnerait. Dorothée Paco elle s'appelle ? J'en ai déposé 3 et je vais en déposer une 4e cette semaine. Pour un article, encore une fois, sur la presse d'extrême droite. Alors, il y en a beaucoup, je ne vais pas faire la chasse à ça. J'ai beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes. Par contre, c'est une adjointe pro-migrante, donc... Importante, c'est juste pas acceptable. Êtes-vous lié, de quelque sorte, votre parti, vous-même, à ce qui s'est passé à Saint-Brévin concernant la nouvelle maire ? Absolument pas. Bien. Moi, ce que je dis, c'est que
il y a aujourd'hui une stratégie du gouvernement de répandre les migrants partout en France, dans les endroits les plus tranquilles, où les gens, en vérité, beaucoup de gens venus de la banlieue parisienne ou des grandes métropoles, se sont repliés pour échapper justement aux conséquences de l'immigration de masse, la violence qui va avec et le changement spectaculaire de mœurs qui font qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur pays. Et aujourd'hui, on leur envoie les mêmes migrants parce que la France est submergée par les migrants. Nous recevons par an 500 000 personnes, sans compter les illégaux, entre les 320 000 cartes légales plus les 180 000 droits d'asile qui ne sont absolument pas renvoyés, quel que soit finalement leur statut. Donc ça fait 500 000 personnes par an, sans compter les illégaux. Donc nous sommes absolument submergés par une immigration venue de pays du Maghreb ou de pays d'Afrique noire, qui sont en train de transformer notre pays. Les gens se replient. Et là, on les renvoie. D'ailleurs, je tiens à leur dire qu'il n'y aura pas de solution individuelle, contrairement à ceux qui le croient. Ça, c'est le fond du sujet. Ça, c'est le fond du sujet. Mais il est important. Mais est-ce que dans ce cas-là, vous cautionnez la violence ? Mais je ne cautionne absolument pas la violence. Pourtant, la violence, elle a été extrêmement présente à Saint-Brévin. Je remarque d'ailleurs, avec un sourire, que je suis invité pour avoir été agressé et qu'au bout de 5 minutes, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire croire que c'est moi l'agresseur. Ça a commencé avec M. Neumann et ça continue avec vous. Mais bon, j'ai l'habitude. Disons les choses différemment. Non, mais je continue. Donc je ne cautionne aucune violence. Est-ce que vous ne participez pas à la radicalisation de la société ? Allez-y. C'est une question ? Non, c'est un lieu commun. Je vais vous dire, la radicalisation de la société, c'est le fait que le peuple est en train de changer et qu'on est en train de détruire le peuple français et de changer la France. Ah là, la radicalisation de la société. Déjà, Macron, s'il en fait partie, c'est un peu de sa faute si la société elle est devenue de plus en plus violente comme ça, et c'est aussi en partie à cause des médias, donc s'il vous plaît, quand même. Après, peut-être que Zemmour aussi, il a sa part de responsabilité. Hein. Je pense que tous les politiques qu'on nous bassine depuis 40 ans, les Mélenchon, Macron pour le 2e mandat, Darmanin qui était dans la clique de Sarkozy, on a du Zemmour qui a fait de la télé pendant je sais pas combien d'années, les médias, toutes ces personnes-là, c'est eux les responsables de cette radicalisation de la société, toutes ces personnes-là. Il n'y a que Stéphane Bern qui peuvent nous sauver. Il n'y a que Stéphane Bern, mon gars. T'es bête ou quoi? Stéphane Bern, viens là. C'est radical comme changement. Putain. Parce que ça, on ne reviendra jamais en arrière si on ne s'arrête pas. Maintenant, moi je le dis. Moi je me bats pour essayer de sauver ce pays en voie de destruction. Critique pas Mélenchon. Bah c'est pas une critique. Genre la radicalisation de la société, Mélenchon aussi il en fait partie, hein. J'ai pas honte de le dire, hein. Genre vraiment, je sais pas mec, les mecs d'extrême gauche qui utilisent la violence et qui votent aussi LFI et Jean-Luc Mélenchon, qui le condamnent pas fermement, même si on sait qu'il utilise des mots pour ne pas tomber dans les pieds des journalistes, mais le fait de ne pas condamner, et c'est aussi une forme que la société se radicalise à travers aussi ses discours, et comme Zemmour, comme Macron, comme n'importe qui, enfin, c'est pas un truc de ouf de dire ça frère, hein. Ça va pas m'empêcher de voter Mélenchon, hein, vraiment. Au contraire, il veut l'unité du pays. Ouais, bon. Ouais, l'unité du pays en question. Hein. Excusez-moi, j'ai l'impression de faire un rôti. Et ça ne veut pas dire que je cautionne quelques violences contre les élus, évidemment. Mais je dis que il y a une exaspération des gens ils sont à bout parce qu'ils voient leur pays en train de mourir, et ce qui explique certaines réactions. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je ne condamne pas la moindre violence contre les élus et contre tout le monde d'ailleurs. Vous parliez il y a quelques instants de liberté d'expression et de démocratie. En l'occurrence, ce centre d'accueil de demandeurs d'asile à Saint-Brévin, c'est bien un objectif de l'État. Oui. Et il se trouve qu'à Saint-Brévin, voilà. Les élus municipaux ont voté à 100% le projet, à l'unanimité. Donc la démocratie, ça marche dans certains cas et donc pas dans d'autres. Non. D'abord, très fort, vous très mélangez fort. Démocratie et liberté d'expression. La liberté d'expression. C'est vous qui avez employé le mot tout à l'heure de démocratie. J'ai le droit de contester une décision. Vous m'accorderez que j'ai le droit de contester une décision d'un conseil municipal. Bon. Par ailleurs, vous remarquerez que le conseil municipal n'a pas fait un référendum municipal. Là, ça aurait été intéressant de consulter les gens. Après tout, ça les concerne, puisqu'ils vont avoir des femmes voilées à 2 pas de chez eux et sur le chemin de leur école. Excusez-moi, moi, j'aimerais bien être consulté depuis 40 ans. Donc, c'est pas la même chose
Maintenant, moi, vous dites c'est une stratégie. En fait, oui, c'est une stratégie. C'est-à-dire que je veux montrer que nous devons lutter pied à pied contre l'islamisation du pays. Ça, oui, c'est une stratégie. Et je pense que Reconquête peut être utile, beaucoup plus que si nous avions des députés qui ne servent à rien et qui, de toute façon, dont les lois ne seraient pas votées. Vous voyez, ça, je crois que c'est utile. À Saint-Brévin, il a reculé. À Calac, il a reculé. Est-ce que ça marche vraiment? L'islamisation du pays, oui. Aujourd'hui, on entend moins votre voix. Votre livre se vend moins bien que les précédents. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Donc demandez aux autres ce qu'ils ont vendu et on en reparlera. 61 000 exemplaires vendus, ça c'était les chiffres d'il y a quelques jours. Le précédent avait frôlé les 200 000 exemplaires. Oui, mais vous savez, le précédent, on ne parlait que de moi. Ouais. C'était la pré-campagne présidentielle. Là, on a parlé d'autre chose. Ça ne vous a pas échappé. C'est dur d'exister. On est 1 an après les élections législatives, d'ailleurs. C'est dur d'exister dans ce paysage politique? Je ne pense pas. Je pense que, si vous voulez... moi, je ne... Comment vous dire à l'Assemblée nationale, il y a effectivement de l'agitation. Les médias sont concentrés là-dessus, etc. Mais concrètement, ça sert à quoi? Concrètement. Moi, je n'ai pas vu un projet de loi présenté par le Rassemblement national qui a été voté. J'en ai pas vu une proposition de loi, parce que quand c'est les députés, c'est une proposition de loi. J'en ai pas vu. Même pas un de leurs amendements votés. Je n'ai pas vu une motion de censure adoptée. À quoi ça sert? Pardonnez-moi, c'est très bien. Il y a des gens qui ont des beaux bureaux, il y a des gens qui ont des voitures de fonction, il y a des gens qui sont vice-présidents de l'Assemblée. Ça me ravit pour eux. On pourrait vous dire à quoi vous servez. C'est un peu con comme argument. Non, pas du tout. Ça sert à quoi, Zemmour? C'est le débat démocratique. On peut regretter la qualité de ce débat, mais il est là. Il est comme il est. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat. Je dis que concrètement, ça sert à rien. À quoi tu sers, mec? Moi, je dis, j'essaye d'avoir un rôle concret. Vous me dites, on m'entend moins, c'est dur d'exister. Non, j'existe. Je tente, comme je l'ai défini il y a 1 an, de lutter sur mes 2 jambes, c'est-à-dire le premier, le combat intellectuel, idéologique, ce que j'ai toujours fait et que je continue de faire, et deuxièmement, l'action, c'est-à-dire... Encore une fois, arrêter des installations de migrants à Calac, arrêter des constructions de mosquées, etc. Avec parents vigilants, lutter contre l'endoctrinement à l'école. Vous voyez, ça, c'est des armes concrètes et efficaces et qui sont utiles politiquement. Parlons de l'école. Depuis quelques semaines, un débat... les mecs, je pense sincèrement, les gars, je pense sincèrement que les fans de Zemmour sont islamophobes. Je le pense sincèrement. Je sais pas qui peut me sortir des arguments comme quoi Zemmour n'est pas islamophobe, mais je pense sincèrement que ce mec-là a un gros problème avec l'islam et un gros problème avec les étrangers. Genre, je pense vraiment que toutes les personnes qui votent Zemmour sont xénophobes et islamophobes. Je suis très, très, très sérieux. Je suis très sérieux. Très sérieux. Comment tu pourrais ne pas le penser? Non, parce que je vois des mecs sur mon stream, en plus c'est des anciens, du coup je vais commencer à faire un petit travail, parce que moi franchement l'islamophobie je le bannis, et la xénophobie pareil. Je vois des mecs qui mettent des messages sur mes streams, je sais pas s'ils sont premier degré, ou si ils ont toujours aimé Zemmour, toujours aimé le discours de Zemmour. Je me dis putain c'est chaud quand même, c'est chaud d'aimer cet abruti, sérieux, c'est chaud. Et comme je vois que c'est des mecs de mon stream qui me suivent depuis des années, je me dis... Ah ouais, ça fait peur. Ah ouais, c'est... Ah ouais, ça fait peur. Genre vraiment, ça fait peur. C'est... Ah ouais. C'est installé sur le port de l'Abaya à l'école. Ça a suscité cette réaction de Jean-Luc Mélenchon hier sur BFM TV. On l'écoute. L'abaya est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis, ça s'est répandu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, peuvent parfois... à certains moments, préférer telle tenue plutôt qu'une autre. En particulier, à certains âges, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques pour les intéressés. Et ça dure quelque temps. L'abaya n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter. Vous savez, mon père était absolument révolté quand il m'a vu arriver avec les cheveux sur les épaules et une chemise à fleurs. Alors, s'il y avait eu des gens comme vous à l'époque, ils auraient dit « Comment, des chemises à fleurs ?» Est-ce que vous savez que l'homosexualité est réprimée? C'était dans la loi jusqu'à 1982.
Monsieur Duhamel. Alors vous voyez, les mœurs, les habitudes, les habits, tout ça change. C'est pas la peine d'en faire des drames et d'embêter 6 millions de musulmans dans ce pays. Ouais, il était long l'extrait. Hein. C'est très simple, c'est la méthode habituelle. Vous savez, monsieur Mélenchon est le porte-voix de l'électorat musulman. Il a recueilli 70% des voix des musulmans dans l'élection présidentielle. Donc, il est leur porte-voix. Madame Mouria Boutelja, vous savez, a dit que c'était un butin de guerre, Jean-Luc Mélenchon. Donc, il fait son boulot de butin de guerre. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que il fait semblant de croire que c'est une crise d'adolescente et que ça correspond aux cheveux longs et aux chemises à fleurs, comme il l'a dit. Évidemment que ce n'est pas cela. Il fait semblant, je dis bien qu'il fait semblant de croire. Vous savez, il faut interdire tout costume religieux dans l'espace public. Parce que on va nous dire que c'est pas religieux. On nous a fait le coup avec le voile, je vous rappelle. On nous a expliqué que le voile non plus n'était pas religieux. Aujourd'hui, ça fait rire les enfants. Donc, et la même chose, c'est la même chose pour les abayas. En vérité, les gens, les plus modérés reconnaissent qu'il y a un réseau des frères musulmans qui agit sur les réseaux sociaux et qui encourage toutes ces jeunes filles à s'habiller ainsi. Il y a un entrisme. En vérité, on veut islamiser l'école. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est en bonne voie. Oh là là! Vous allez me faire croire que les meufs qui portent l'abaya parce qu'elles ont vu des copines sur TikTok, etc., elles ont été endoctrinées par les frères musulmans. On veut islamiser l'école. Non mais wesh, à un moment donné, faut être un peu sérieux. Oh là là. Bon, The Gonflage, bonne soirée mon gars. C'est bon, il nous casse les couilles lui avec ses messages de merde. La deuxième chose, c'est que, contrairement à ce que dit M. Mélenchon, le problème fondamental de l'école, c'est l'effondrement du niveau scolaire. Mais là, en l'occurrence, pour aller au bout de votre idée, vous considérez qu'il faut voter une nouvelle loi ou se contenter d'appliquer avec autorité celle qui existe déjà? Pour les abayas, pour les vêtements religieux. Pour les abayas, la loi de 2004 suffit. Elle prévoit, si je ne me trompe pas, que tout vêtement par destination religieuse. Donc c'est une évidence que c'est une destination, pour reprendre le terme juridique, religieuse. Donc cette loi suffit largement. Mais comme d'habitude, les gouvernements et les pouvoirs et le ministre sont lâches. C'est-à-dire qu'ils se cachent derrière les enseignants, ils se cachent derrière les directeurs d'école. Non, il faut une interdiction générale. D'où ma question, est-ce qu'il faut une nouvelle loi pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ? Mais la loi le permet, Laurent Neumann. La loi le permet. Il a simplement, le ministre doit dire, il y a une interdiction générale. C'est tout. Mais c'est en fonction de cette loi de 2004. Vous, le féru d'histoire, vous réjouissez de l'entrée prochaine au Panthéon de Missak Manouchian, le grand résistant? Écoutez, vous savez, l'entrée au Panthéon était un geste éminemment politique. On l'a compris depuis très longtemps. Depuis d'ailleurs l'entrée des premiers, c'est-à-dire Mirabeau, Voltaire et Rousseau. Et même des sorties d'ailleurs. On a sorti Mirabeau quand on a découvert qu'il fricotait avec le roi. Mais enfin, passons. Manouchian a été un résistant, un grand résistant. Donc il n'y a aucune raison de lui dénier ce titre. Maintenant, il n'a pas été le seul. Il lui ressemble un peu. Je vois bien la manipulation politique derrière. C'est de dire seuls les étrangers se sont battus pour la France. C'est faux. Mais seuls les étrangers n'étaient pas reconnus comme étant résistants et donc n'avaient pas leur place jusqu'à présent. Je prends de l'eau, les mecs, j'arrive 2 secondes. Non, vous savez, au Panthéon, il y a Jean Moulin. C'est un fait. Excusez-moi. Oui. Non, il y avait des gaullistes. Jean Moulin, c'était quand même le chef de la résistance. Oui. Bon. Mais il y a Germaine Tillon, il y en a d'autres, etc. Mais bien sûr. La main-d'œuvre immigrée qui a fait partie de la résistance. Mais parce que vous savez très bien qu'il y a une grande querelle autour de cela, c'est-à-dire que entre résistants, les gens n'étaient pas d'accord sur les méthodes de chacun, ils se tiraient la bourre, si j'ose dire, et il y avait pas mal de conflits internes. Et évidemment, ça s'est reporté après la guerre. Voilà, c'est tout. Oui, mais rassurez-moi, c'est pas parce qu'il était étranger que sa présence au Panthéon vous gêne. Pas du tout. Vous n'avez pas compris. Je veux dire, il y avait des méthodes. Il y avait, par exemple, les gaullistes condamnaient les assassinats ciblés décidés par les communistes. Voilà, pour être clair. Quand un communiste tuait un officier allemand, les gaullistes n'étaient pas d'accord. Voilà, c'est des querelles pendant la guerre entre résistants. 2 dernières questions, s'il vous plaît, et 2 réponses rapides. D'abord, vous demandez plus de policiers lors de vos prochains déplacements? Non. Pour que ce soit clair? Non. Il n'y a pas besoin de plus. Il y avait 80 policiers. Ils sont restés l'arme au pied pendant des heures.
je demande à ce que le préfet fasse son travail. C'est-à-dire qu'il se serve des policiers qu'on lui met à son service pour éloigner ces hordes barbares. Deuxième chose, samedi prochain, vous participerez à la fête de la Violette avec Mario Maréchal. Est-ce que tu apprends des trucs en regardant ce genre d'émission? J'ai 28 ans et ça fait tellement pitié de voir ces mecs parler pendant des semaines de ce genre de sujet. Bah moi, j'apprends pas... Enfin, j'apprends des choses dans le sens où j'apprends l'idéologie, son chemin de pensée à Zemmour. J'apprends aussi le jeu médiatique où il y a des journalistes qui veulent essayer de piéger leur interviewé. Donc moi, après, je suis un bandeur de joute verbale. Hein. Dès qu'il y a de la bagarre, moi, je signe tous les jours. Je suis un bandeur, les mecs. Désolé d'être un bandeur. Guillaume Pelletier, sur les terres de ce dernier, d'ailleurs. Quel sera l'objet de cette réunion? De préparer votre candidature aux européennes? Avec des chips. Non, c'est une fête. Il n'y a pas toujours, vous savez, d'arrière-pensée politicienne, électoraliste. C'était une question. On fait la fête, on réunit, je crois qu'il y a près de 2000 personnes inscrites, et on fait la fête de la droite que Guillaume Pelletier avait inaugurée quand il était chez LR. Vous savez, la violette, c'est le symbole bonapartiste. Et nous sommes la fête de la droite, parce que nous sommes la droite. Si vous voulez être à Lille tout à l'heure, il faut que vous partiez maintenant. Absolument. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Merci à vous. Éric Zemmour. Merci à Laurent Neumann. Bon,